Nous avons pris la décision régulièrement, pas trop régulièrement, mais régulièrement, de vous permettre de rencontrer des personnalités remarquables, originales, sur des sujets également hors du commun, parce que nous considérons au niveau de Catch Business School qu'on se doit non pas seulement de former, mais d'accompagner les transformations qui sont en cours dans le monde de l'éducation en général, en ce qui nous concerne plutôt évidemment dans le monde de la formation au management, puisqu'on a le plaisir de former chaque année à présent près de 12 000 étudiants en France sur plusieurs sites, à Paris mais aussi à Marseille, Toulon, Bordeaux, et également à l'étranger, notamment en Chine. Vous dire à quel point on a le plaisir donc ce soir de lancer ce débat. On va parler d'un monde en transformation, on va parler d'une pluralité et de diversité heureuse. J'espère qu'on va trancher sur certains débats qui nous renverraient plus à quelque chose parfois de profondément malheureux. Nous, je pense que toutes ces différences, ça nous rend joyeux et ça nous donne quelque part une grosse bouffée d'optimisme sur le monde dans lequel nous allons. Et je crois que notre responsabilité, dans tous les cas, c'est de donner à nos étudiants actuellement, que ce soit des professionnels, mais aussi bien évidemment de jeunes étudiants, des perspectives heureuses sur le monde dans lequel ils vont. Je crois qu'on a simplement une responsabilité, c'est de leur expliquer également toute la complexité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis cette idée forte qu'au fond, ce monde, c'est à eux de le construire et de le construire jour après jour. On est au cœur de transformation, en effet, pas seulement pédagogique et éducative, mais de transformation d'un monde qui crée beaucoup d'anxiété, qui crée une peur de l'avenir que nombre de nos concitoyens partagent aujourd'hui. On le voit dans le domaine social, on le voit dans le domaine politique. Vous le constatez, nous le constatons dans nos vies quotidiennes, dans nos réalités. Face à ce monde de plus en plus anxiogène, il y a les Cassandres qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé médiatique bien souvent et qui annoncent sans cesse, avec ce prophétisme du désespoir que demain sera pire qu'aujourd'hui. Eh bien, le rôle de l'éducation nationale, c'est de transmettre l'inverse. Le rôle de l'éducation nationale, c'est de donner foi en l'avenir à la jeunesse de ce pays, c'est de lui donner les armes pour affronter les contingences d'un monde qui change. Mais cet intérêt que porte la ministre, à la fois à ce qui se passe dans les établissements scolaires, ce qui se passe dans l'enseignement supérieur évidemment, et au premier rang dans les universités et dans les grands groupes d'enseignement et de formation comme les Kedge aujourd'hui, qui montrent la voie en effet de pratiques pédagogiques qui se renouvellent, d'une ouverture sur le monde de l'entreprise qui est consubstantielle à son identité bien évidemment, mais aussi sur les questions de société. Et ça rejoint évidemment, au-delà de l'intérêt pour les pratiques pédagogiques, l'intérêt que porte la ministre aux idées. Elle a déjà eu l'occasion de travailler avec Virginie Martin et je sais qu'elle prendra connaissance de son ouvrage avec beaucoup d'intérêt parce que toutes ces façons d'appréhender ces réalités protéiformes du monde d'aujourd'hui, cette façon de vivre des identités heureuses, même si ça a déjà été largement plagié et repris, ce terme-là, cette terminologie-là, eh bien, ça correspond tout à fait à la démarche intellectuelle et les politiques qu'elle souhaite accompagner aujourd'hui. Dans les minutes qui viennent, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre l'évolution de ce monde. Et comme Thomas Fröhlicher et Olivier Noblecourt viennent de le dire, c'est important ici aussi que cela se passe ici, à Kedge Business School. C'est aussi le rôle de cette école que de nous faire comprendre l'évolution du monde. Le monde a été vendu, entre guillemets, comme quelque chose de figé. Vous savez, c'était mieux avant on comprenait, avant c'était figé et avant c'était monolithique. Mais ce monde-là, en définitive, déjà, n'a pas toujours existé ou n'a même jamais existé du tout, comme s'il y avait un instant figé, comme une photomaton comme ça, qui aurait statifié d'une certaine manière le monde d'antan, ce qui est quasiment impossible, bien sûr. Donc déjà, on s'illusionne souvent de ce fameux monde d'avant qui aurait soi-disant existé. Même là, c'était déjà complexe et qu'il y avait déjà des processus de créolisation. Même quand l'Occident, si je puis dire, voulait s'emparer du monde, le monde le recevait, mais le recevait avec des filtres. Et il avait aussi décidé qu'il n'allait pas se laisser faire comme ça, tout bêtement, dans une forme, un mot qui est très important, me semble-t-il, aujourd'hui, d'agency, à savoir
oui, chaque pays dont nous sommes, mais les ailleurs aussi, chaque individu a finalement, peu à peu, s'est dit moi aussi j'ai le droit d'exister. Cette capacité que l'autre a aujourd'hui de s'exprimer et prendre position et affirmer son identité, quelque chose qui n'existait pas il y a encore une trentaine d'années. Ça n'existait pas. Ça a émergé très rapidement, entre autres à cause des technologies, et on en reparlera plus tard. Mais pour quelqu'un qui est issu d'une société qui était dite dominante, soudain, c'est plus du tout le cas. Est-ce que ces identités, encore une fois, je reprends les mêmes adjectifs, poreuses, mouvantes, déstabilisantes, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans la société française, en tirer une force, quelque chose de positif ? Dans une société qui, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, ne fonctionne pas sur des certitudes historiques et séculaires. Et ça, c'est une notion que j'appréhendais en venant de Belgique, mais que j'ai vraiment énormément ressenti. Et quand je suis revenu ici, il y a 1 an et demi, alors là, ça m'a frappé. Pas que ça existait, cette sorte de, je vais appeler ça un narcissisme de la racine, que je sens très très fort ici. Quand je dis ici, je m'entends l'Europe continentale. Je pensais que ça avait évolué. Et très sincèrement, je ne venais que épisodiquement pour pouvoir me permettre d'avoir un regard un peu plus critique. Mais là, maintenant que je revis ici depuis 1 an et demi, j'ai l'impression que ça s'est encore renforcé, que ça s'est crispé. On est dans une société qui, à mon avis, doit apprendre à être dans le mouvement. Or, toute l'histoire nous a aidés à, je dirais, accepter le mouvement, à l'intégrer dans la lenteur. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Donc on doit apprendre à vivre dans le mouvement. Je pense que effectivement, c'est le rôle des professeurs ici à Ketch, de l'école également, à arriver à appréhender le monde, à appréhender ce mouvement et cette accélération qui continue et qui ne va certainement pas s'arrêter. Ces formes traditionnelles d'engagement politique ne sont plus tellement là. Le militantisme est quasi mort, enfin c'est 3% des gens, c'est pratiquement personne. Le taux de syndicalisation est très très faible, donc on voit bien qu'il faut inventer d'autres moyens de faire avec les citoyens quand on est l'État. Chaque individu sur cette planète aujourd'hui et chaque État a envie aussi d'être reconnu. Et nous devons, parce que ce monde justement est plus plat, être dans cette réciprocité finalement de la reconnaissance. Ça me paraît absolument fondamental aussi. J'ai l'impression qu'une des grandes difficultés que nous avons aujourd'hui, quand je dis nous, la société a avec le numérique, c'est que le pouvoir est encore dans les mains de générations qui n'ont pas la maîtrise du numérique. Quand je dis n'ont pas la maîtrise, oui, on pratique le numérique, mais on n'est pas né dedans. Je suis pour ça extrêmement optimiste, comme disait notre doyen tout à l'heure, il avait envie d'être optimiste. Moi, je le suis énormément à cause des nouvelles générations qui sont nées dans le numérique et qui ne se posent même pas la question que Virginie pose légitimement dans son livre sur la verticalité, parce qu'eux sont nés dans un monde où les choses fonctionnent à l'horizontale, à la transversale. Quand ils ont un souci, tout de suite, ils consultent leur réseau. Quand ils ont une question qu'ils ne peuvent pas résoudre, ils sont dans leur réseau. Donc, ils travaillent sur ces identités plurielles et sur ces appartenances plurielles pour trouver des solutions. Si la France veut bien accepter cette mutation, si certains veulent bien faire un petit deuil de leur pouvoir absolu, laisser un peu la place aux autres, à la place aux différences en général, et se dire qu'aujourd'hui, il y a tout de même, dans cette mondialisation, dans cette globalisation, dans le fait qu'on soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur je ne sais quoi encore, des possibilités absolument immenses et phénoménales d'exister autrement, différemment, et d'avoir beaucoup de stimulation intellectuelle, cognitive, vous en avez parlé, émotionnelle, narcissique, collaborative. Je trouve que ça ouvre tout de même, et là, je te rejoins, pas une autoroute, mais des autoroutes. Et c'est tout de même assez extraordinaire. Donc, de ce point de vue-là, vous savez, c'est comme quand on reçoit un choc dans les arts martiaux, ou bien vous recevez le choc de manière excessivement crispée et votre corps se brise, ou bien au contraire, vous l'acceptez et vous êtes plus souple, plus flexible, et votre corps se brise un peu moins. Et vous pouvez même prendre la force de l'autre pour rétorquer. En préparant cette conférence avec Patrick et Virginie, on a parlé aussi, Patrick, de manque de spiritualité, de manque de réflexion, de manque de pause. On a parlé au début de cette discussion de l'accélération qu'on vit tous ici, notamment des nouvelles technologies.
peut-être qu'il serait bien aussi qu'on apprenne, qu'on réapprenne à prendre notre temps et à prendre du temps pour réfléchir aussi. Vous le savez sans doute, mais Mathieu Ricard travaille 1 semaine par an chez Google et il ne travaille pas pour leur enseigner le bouddhisme, il est là pour les aider à justement réintégrer la lenteur ou réintégrer le ralentissement. Moi, je pense que la spiritualité, et puis je le vois, en tout cas, je l'ai vu beaucoup au Canada, et je le vois dans des associations comme l'APM, ici en France aussi, dans certains regroupements d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Je pense que c'est toute une dimension qu'on a négligée parce que nous sommes dans une société très rationaliste, mais toute cette dimension de spiritualité et de ralentissement, c'est sans doute un territoire à réexplorer. C'est pas pour rien que certaines universités américaines ont introduit les cours de méditation dans les premières années de formation. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui nous permet à un moment donné de mieux gérer cette pression, cet inconnu qui va être, à mon avis, tout le temps plus important à cause de l'accélération du mouvement de notre société.